messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par Destiny Academy en partenariat avec Nous allons essayer de répondre essentiellement à deux questions ce matin. Comment devenir volontaire des Nations Unies et quand on le devient, à quoi ressemble la vie d'un volontaire des Nations Unies? Et pour répondre à ces questions, je suis déjà en salle avec mes panélistes. À la modération de cette session, je suis Valère Aglonon. L'équipe des panélistes est composée de M. Christian Tchabi, psychologue de formation. Il a occupé des postes de coordination dans plusieurs ONG. Il a aussi représenté le Bénin 4 fois à l'étranger dans le cadre des formations continues, à la carte dans le domaine de l'alphabétisation, de l'éducation non formelle. Il a à son actif 3 ans d'expérience dans le programme de volontariat des Nations Unies en qualité de spécialiste national recruté par le PNUD pour l'appui aux personnes, l'appui psychologique aux personnes en milieu carcéral et également au personnel sage-femme et des centres de promotion sociale à Parakou. Monsieur Christian, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Valère. Ravi de vous savoir avec nous. Merci d'avoir répondu à notre appel. Le deuxième panéliste, c'est Monsieur Abdou Jalidou Salifou, agronome de formation. Il justifie de 8 ans d'expérience dans la gestion des projets avec les organismes nationaux et internationaux. Depuis 2020, il a rejoint le programme de volontariat des Nations Unies en qualité de chargé d'appui psychologique également déployé par le PNUD au Bénin. Monsieur Jalidou, bonjour. Je crois que M. Jalidou a quelques soucis techniques pour le moment. Ça va se régler sous peu. Et celui qu'on ne présente plus, M. Martin Sodji, le coordonnateur pays du programme du volontariat des Nations Unies au Bénin. S'il faut le préciser, il faut savoir que avant d'intégrer le système des Nations Unies en 2016, il a servi en qualité de gestionnaire des ressources humaines dans plusieurs cabinets d'expertise en management à Cotonou. Il a aussi travaillé au ministère en charge de la jeunesse où il a participé au lancement du corps national des jeunes volontaires pour le développement du Bénin. Monsieur Martin Sodji est aujourd'hui le coordonnateur pays du programme de volontariat des Nations Unies. Monsieur Martin, bonjour. Bonjour, Monsieur Aglonon. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, pour ne pas perdre du temps, je vais rester avec vous pour avoir les éléments de réponse à la première question qui fait l'objet de cette séance, c'est-à-dire comment devenir volontaire des Nations Unies. À vous. Merci beaucoup, Monsieur Aglonon, et bonjour, chers co-panélistes, chers organisateurs, chers collègues participants, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur pour nous d'être avec vous ce matin pour échanger sur le volontariat des Nations Unies. Je voudrais féliciter vivement Destiny Academy pour cette initiative qui vise à capaciter les jeunes et à leur permettre de saisir les opportunités du volontariat des Nations Unies, que ce soit au niveau national ou international. Je pense que cette initiative cadre parfaitement avec notre mission qui est de promouvoir le volontariat. Voilà pourquoi nous avons accepté les yeux fermés donc d'accompagner l'initiative. En attendant que
les autres collègues ne prennent la parole. Donc, de mon côté, il est question d'échanger avec vous sur comment on devient volontaire. La présentation que nous allons partager ensemble va s'articuler autour de 4 points au plus. Le premier point déjà, c'est de lever un coup de voile sur le programme des volontaires des Nations Unies. Comme vous pouvez le constater, au niveau de l'écran. Est-ce que vous avez mon écran? Et oui, nous avons votre écran, on vous reçoit 5 sur 5. Parfait. Donc, le programme VNU, c'est d'abord une agence des Nations Unies. En anglais, on parle de United Volunteer Program. En français, c'est Programme des volontaires des Nations Unies. C'est une agence qui a été créée en 1970, rendue opérationnelle en 1971 par l'Assemblée générale des Nations Unies, avec pour mission de promouvoir le volontariat pour soutenir la paix et le développement dans le monde. Dans le concret, il s'agit premièrement de faire le plaidoyer pour que le volontariat soit intégré dans les politiques et stratégies de développement. Dans un second temps, c'est de pouvoir nouer des partenariats, notamment avec les agences des Nations Unies, pour que le volontariat soit intégré dans leur stratégie de mise en œuvre des programmes projets. Et lorsque ceci se fait, des besoins en ressources humaines sont formalisés ou sont exprimés sous forme de postes de volontaires à publier. Donc, les volontaires viennent comme en appui aux agences des Nations Unies dans le cadre de la mise en œuvre de leurs programmes et projets sur le terrain. Donc, ceci dit, on peut aussi complémenter en disant que le programme VNU est comme un service commun à l'ensemble des agences des Nations Unies. Quand nous parlons d'agences des Nations Unies, nous parlons des organismes, organes, programmes et fonds spécialisés des Nations Unies qui existent de par le monde, à savoir par exemple le PNUD, l'UNFPA, l'UNICEF, l'OMS, le PAM, et quoi d'autre, la FAO, ainsi de suite. Donc, c'est ça, nous appelons les agences des Nations Unies. Donc, c'est un service commun qui est à la disposition des agences. Cela veut dire que nous recrutons les volontaires pour le compte des agences et ces volontaires sont déployés par les agences, soit au sein de leur bureau ou bien sur des projets avec le gouvernement à l'intérieur du pays. Ça peut être également au niveau des structures déconcentrées, mais forcément sur des projets des agences. Donc, c'est ce qui explique qu'on a des collègues qui sont, par exemple, à la prison. Bon, ils ne sont pas en prison, mais ils travaillent à la prison. On a des collègues qui sont, par exemple, déployés à Parakou, à Nati, à Kandi, à Malanville. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Donc, un service commun à l'ensemble des agences, c'est une plateforme qui comporte plus de 100 profils professionnels, une plateforme qui est à la fois destinée pour des volontaires, non seulement en ligne, mais également des volontaires sur site. Une plateforme qui permet de faire la promotion de l'inclusion, de la participation des jeunes au développement. Parce que c'est quoi la question? La question, c'est de comprendre comment on peut, en dehors des moyens institutionnels, mobiliser la communauté à prendre part de façon massive au processus de développement. Et c'est dans cette réflexion que le volontariat, de par sa capacité de mobilisation, sa capacité d'inclusion, a été trouvé comme étant une alternative devant renforcer les institutions globalement pour pouvoir favoriser la participation au développement. Nous allons évoluer un peu et jeter un coup d'œil sur les chiffres actuellement. Disons, pour l'année passée, au total, 12 000, donc plus de 12 000 volontaires des Nations Unies ont servi dans le monde entier et ils sont intervenus dans plus de 55 agences et dans plus de 160 pays. C'est plus de 4 000 internationaux et donc
le reste étant des nationaux. C'est également 179 nationalités. C'est des gens qui sont intervenus globalement dans tout le monde entier, donc dans les pays de l'Afrique, pardon, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Sud, de l'Afrique de l'Ouest, les pays latino-américains et caraïbes, pays arabes, en Asie, ainsi de suite. Voilà, ceci dit, on va creuser un peu pour comprendre quelles sont les différentes catégorisations, ou si nous voulons modalités ou types qui existent. Ceci nous amène à faire trois distinctions. Nous avons trois vocables que nous utilisons généralement, la modalité, le type et les catégories. Quand on parle de modalité, nous disposons de deux modalités de volonté des Nations Unies, à savoir les volontaires en ligne et les volontaires sur site. En ligne, c'est ceux qui sont mobilisés de façon ponctuelle pour apporter un appui ponctuel également donc, aux agences, mais ceci depuis leur maison, connectés à l'Internet avec leur ordinateur. Et généralement, c'est pour des travaux, par exemple, de traduction de documents, des travaux de graphisme, des travaux, ça peut être également de communication digitale. En tout cas, tout ce qui est beaucoup plus lié au IT, ça peut être également des enquêtes à conduire en ligne. Alors, il faut préciser également à ce niveau que pour cette modalité, il y a deux choses à préciser. C'est une modalité qui est à la disposition non seulement des agences des Nations Unies, c'est-à-dire les agences peuvent être bénéficiaires, mais également les institutions étatiques, les ONG, les mouvements, les associations peuvent également être bénéficiaires. Ça suppose quoi? Destiny Academy, par exemple, a un besoin en compétence, un besoin ponctuel, par exemple, pour traduire un document du français ou du chinois en français, de l'anglais en français, ou je ne sais pas, a une activité à faire, a besoin de réaliser un cover, ou je ne sais pas, faire un travail de graphisme. Vous pouvez accéder à notre plateforme donc, et créer le besoin de recruter des volontaires en ligne. Donc, c'est libre, c'est pas payant, donc vous pouvez recourir à ce service des volontaires. Ça, c'est en termes de bénéfices. Maintenant, en termes de prestataires, les volontaires en ligne sont en fait dans le bénévolat parce qu'ils sont juste sollicités pour quelques heures. Donc, ils n'ont pas d'allocation. Ce qu'ils gagnent de cet engagement de volontariat que je vais carrément appeler bénévolat, c'est le certificat qu'on leur délivre à la fin de leur mission, certificat qu'ils peuvent faire valoir après pour postuler à d'autres postes. Donc, j'étais sur le premier aspect, la modalité. Ça, c'est les volontaires en ligne, la modalité des volontaires en ligne. La modalité des volontaires sur site, c'est ceux qui sont recrutés pour être déployés. Donc, ils sont présents physiquement au sein des agences ou à l'intérieur sur le terrain pour faire leur travail. Donc, voilà, en parlant de modalité. Secondo, parlant de type, nous avons deux types, à savoir les volontaires nationaux et les volontaires internationaux. Nationaux, c'est ceux qui sont recrutés pour servir dans leur propre pays. Internationaux, ceux qui sont recrutés pour servir dans d'autres pays autres que leur pays d'origine. Et troisièmement, le troisième vocable, c'est la catégorie. Parlant de catégorie, nous avons au total 4 catégories, à savoir les volontaires communautaires, les volontaires jeunes, les volontaires spécialistes et les volontaires experts. J'ai fait exprès de commencer par la catégorie la plus petite pour la plus grande. On va voir ce qui distingue à présent ces différentes catégories. La distinction est beaucoup plus située à deux niveaux. Niveau critère d'âge et puis niveau critère d'expérience. Par exemple, quand nous prenons les experts, qu'ils soient nationaux ou internationaux, le critère d'âge, c'est qu'il faut être âgé de 18 ans, pardon, de 35 ans au moins. Et le critère d'expérience, c'est minimum 15 ans d'expérience. Alors, on peut se demander, mais pourquoi on exige autant pour un poste de volontaire? Et là, je vais profiter pour préciser en disant que ici, on a bien parlé de volontaires experts. Il s'agit des postes généralement qui sont des postes d'un certain niveau, pour ne pas dire d'un niveau élevé.
de postes qui nécessitent une certaine expertise, parce que les gens vont être à un niveau de responsabilité qui implique de l'expertise, qui implique l'interaction avec les partenaires. Donc, c'est vraiment du haut niveau. Et l'objectif, c'est quoi? C'est permettre à ceux qui remplissent les conditions de cette catégorie de capitaliser une expérience au sein du système à un niveau important. Et avec le temps, donc parce qu'on n'est pas volontaire à vie, avec le temps, cette expérience va leur ouvrir d'autres opportunités dans le système. Je passe à la seconde catégorie, on pourra revenir après s'il y a des questions. La catégorie des spécialistes ici, donc, maintenant c'est de décrescendo. Les critères vont diminuer en descendant. Les spécialistes, c'est 27 ans au moins d'âge et 3 ans au moins d'expérience. Pour ces deux catégories, la durée maximale d'affectation, c'est 4 ans. Parce qu'on ne va pas demander, on ne va pas maintenir les gens dans une situation de volontariat à vie. Donc, c'est 4 ans. Après 4 ans, on suppose que les intéressés ont assez d'expérience dans le système pour pouvoir espérer ou bien postuler à d'autres postes, à d'autres statuts de postes au sein du système. De façon décrescendo toujours, la catégorie qui suit, c'est la catégorie des jeunes. Mon écran, OK, ça va, c'est bon maintenant. La catégorie des jeunes. Jeunes, le critère d'âge, c'est de 18 à 26 ans. Au-delà de 26 ans, vous tombez dans la catégorie des spécialistes. Ici, c'est de 0 à 3 ans d'expérience, tout dépend du poste. Et la durée d'affectation, c'est de 6 à 24 mois. Pour les jeunes, parce qu'au niveau de la catégorie jeunes, on a deux sous-catégories. Il y a les jeunes spécialement jeunes, et puis il y a les jeunes universitaires. Les jeunes universitaires, c'est ceux qui sont encore à l'université ou qui finissent fraîchement, qui décrochent fraîchement leur diplôme, à qui on offre l'opportunité, n'est-ce pas, d'avoir une première expérience dans le système. Donc, pour les universitaires, c'est 6 mois ou plus d'affectation. La dernière catégorie pour les volontaires sur site, c'est les communautaires. Communautaires, la spécificité ici, c'est quoi? C'est des gens qui sont recrutés pour servir au sein de leur communauté. Par exemple, on a un travail d'enquête à conduire à Parakou ou à Natitengu. Au lieu de prendre des gens de Cotonou pour là-bas, on prend des communautés, donc ceux qui sont déjà dans la communauté, qui maîtrisent les réalités, la culture, les langues locales, pour pouvoir interagir avec la communauté. Et généralement, cette catégorie est utilisée lorsqu'on a un travail qui nécessite une main-d'œuvre massive, c'est-à-dire beaucoup de personnes, donc on recourt à cette catégorie. Et le critère d'âge, c'est 18 ans au moins. Le critère d'expérience, c'est presque 0. Maintenant, tout dépend du poste. Pour le niveau de qualification, généralement, c'est le niveau secondaire qui est demandé. Mais cela n'empêche pas que quand des postes de ce genre sont ouverts, qu'on reçoit beaucoup de candidats, même jusqu'à des niveaux de master. Donc, globalement, voilà ce que je peux dire sur la catégorisation. Je pense qu'on pourra revenir s'il y a des questions d'éclaircissement. Peut-être il faut compléter ici en disant que les volontaires, donc sur site, à l'opposé des volontaires en ligne, les volontaires sur site ont d'allocation mensuelle de subsistance. Et cette allocation est fonction de la catégorie et fonction du type. Pour faire plus concret, nous allons voir au Bénin combien de volontaires des Nations Unies nous avons eu au cours de l'année passée. Donc, comme vous pouvez le constater au niveau de ce qui est affiché, nous avons eu au cours de l'année passée 77 volontaires, dont 62 étaient les nationaux, donc, et 15 étaient des internationaux. Il y en a qui venaient de la France, la Côte d'Ivoire, du Togo, la Belgique, le Burkina, le Canada, le Japon, le Luxembourg, la Mauritanie, le Rwanda. Et ces volontaires étaient répartis dans 6 agences. Donc, la plupart, donc, près de la moitié, donc on travaillait avec le PNUD. 18 étaient déployés à l'UNFPA,
17 pour l'UNICEF, le reste réparti entre l'unité VNU même, l'OMS, le PAM et l'UNCDF. Sur ces 77, plus de 54 étaient des femmes. Je dis étaient parce qu'actuellement, l'effectif a chuté légèrement parce qu'il y en a qui sont arrivés au terme de leur affectation ou les projets sur lesquels ils intervenaient, les projets sont arrivés à leur terme. Donc, actuellement, nous avons une soixantaine qui sont en cours de contrat au niveau du Bénin. Alors, quand on a entendu tout cela, on peut se demander, mais comment cela fonctionne, comment on peut devenir volontaire, n'est-ce pas la question principale qui nous a réunis ce matin. Alors, il faut commencer par dire ici qu'il y a une seule plateforme, sur laquelle tout se passe. Donc, c'est pour dire que tout se fait en ligne, il n'y a pas de dossier physique à demander. Et ici également, il faut préciser que le programme VNU, ce n'est pas comme un mouvement où pour adhérer, on envoie une demande d'adhésion. Non, ce n'est pas ça, on ne devient pas volontaire par demande d'adhésion ou bien, voilà, on nous écrit, on vous intègre. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit parce que, comme j'ai eu à l'expliquer, c'est des gens qui sont recrutés, ce n'est pas des stagiaires, ce n'est pas des gens qui sont là et quand il y a une marche, un mouvement, on les appelle, ils viennent marcher. Non, ce n'est pas ça. C'est des gens qui sont recrutés, déployés pour travailler. Donc, ils ont un travail au sein des agences. Voilà pourquoi il y a eu des critères de qualification, des critères d'expérience. Donc, c'est des gens qui sont vraiment employés à plein temps. Alors, quand c'est comme ça, on ne devient pas volontaire juste sur sa volonté. Il faut qu'il y ait un besoin d'abord au niveau d'une agence, que le besoin soit traduit en poste de volontaire, que le poste soit publié, que les gens candidatent. Et quand il y a candidature, vous comprenez, ça devient compétitif. Donc, les gens doivent postuler et pour un poste, par exemple, qui est ouvert, nous pouvons recevoir jusqu'à 200, 600, des fois 1000 candidatures. Il faut passer à une sélection. Donc, voilà comment ça fonctionne globalement. Comme je le disais tout à l'heure, on peut distinguer aux 4 étapes dans le processus. La première étape, c'est le besoin qui est traduit en poste. Pour que ce besoin soit traduit en poste, il faut qu'il y ait en amont un travail de plaidoyer que nous conduisons au niveau des agences pour les amener à pouvoir retenir le volontariat comme une modalité de mise en œuvre de leur projet. Cela suppose comme résultat que un besoin soit traduit en poste, que le poste soit, le financement du poste soit bouclé. Donc, dès lors que le financement est disponible, donc l'agence nous envoie la requête pour conduire le processus de recrutement. Donc, alors nous, ce que l'étape là est franchie, la deuxième étape, c'est qu'on fait la publication du poste, les candidats postulent et à la fin du temps qui est imparti, on passe au screening ou si vous voulez, à une sorte de dépouillement qui se fait par le système informatique, donc par l'intelligence artificielle. Donc, ça demande que les candidats qui, peut-être théoriquement, remplissent les conditions, même dans la pratique, remplissent les conditions, qui n'auraient pas très bien renseigné leur profil, peuvent ne pas être pris en compte par le système informatique. Donc, cela fait que beaucoup, après, se mettent à se plaindre en disant que voilà, on a postulé, mais on n'a pas eu de suite, on ne sait pas comment ça fonctionne là-bas, ils font de la fraude. Donc, ça dépend de la manière dont vous avez renseigné, parce que ce n'est pas un individu qui va écaquer les yeux sur tous les profils, mais un premier tri se fait par le système informatique d'abord. Donc, on va revenir tout à l'heure sur ça. L'étape là est faite. Généralement, pour un poste, on identifie 4 à 5 candidats, meilleurs candidats de ceux qui ont postulé, qu'on transmet à l'agence pour laquelle on recrute. L'agence passe en revue, c'est la troisième étape, passe en revue ces profils proposés, ces CV proposés. Donc, s'ils correspondent à ses besoins, l'agence peut maintenant soit décider de passer par un test écrit ou d'aller directement à une interview. C'est au bout de l'interview que le meilleur est retenu. Donc, on nous communique maintenant celui qui est retenu et nous continuons avec la suite du processus, donc les formalités administratives, visite médicale et autres, devant aboutir finalement
à la notification du candidat et à sa prise de fonction. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Donc, ce schéma, c'est pour expliquer un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, 3 étapes, la desk review, le test ou l'interview directement, et 3 principaux, je dirais, je vais dire 3 principes guident ce processus. Le premier principe, c'est le respect du temps. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un poste est ouvert, généralement, c'est pour 2 semaines. Il faut candidater dans l'intervalle de ces 2 semaines. Si vous ne le faites pas, le lien ne sera plus accessible. Ensuite, toujours par rapport au principe de timeliness, c'est le fait pour nous de conduire le processus normalement avec beaucoup de célérité. Donc, si tous ceux qui sont impliqués dans le processus sont disponibles, dans l'espace de 2 semaines, on peut déjà faire le dépouillement et communiquer en fait, déjà, oui, on a déjà communiqué dans l'espace de 2 semaines, on peut déjà organiser l'interview, mais tout dépend de la disponibilité de ceux qui sont impliqués dans le processus. Donc, généralement, 2 semaines, 1 mois, ça peut déjà être bon, mais pour des postes à l'international, ça peut des fois prendre du temps. Comme je le disais, ça dépend de ceux qui sont impliqués dans le processus, ça peut prendre plus de temps. Second principe, c'est l'équité et la transparence. L'équité, tous les candidats sont traités sur un pied d'égalité. Pas de discrimination, pas besoin de connaître quelqu'un dans le système avant d'espérer. Non, même pied d'égalité, transparence totale. Troisième principe, c'est le feedback. Donc, nous tenons toujours à donner un feedback au candidat. Ça commence par dès qu'il postule. Quand il postule, il fait le processus et il postule jusqu'au bout. Effectivement, s'il réussit à postuler, le système va générer un mail automatique d'accusé de réception qui lui sera envoyé. Première chose. Et on lui dira que son dossier a été pris en compte, qu'on le contactera lorsqu'il est pré-shortlisté ou shortlisté pour le poste. Ensuite, ceux qui sont shortlistés, ils reçoivent un autre mail pour leur dire, voilà, votre candidature a été prise en compte et communiquée à l'agence. L'agence vous contactera éventuellement pour les interviews. Alors, l'étape d'interview, tout ce qui se passe à l'interview, donc, on le réponse, que si la réponse est positive ou non. Donc, si c'est positif, le candidat retenu est notifié, donc on lui communique les étapes à suivre. Ceux qui ne sont pas retenus, on leur communique ça également. S'ils sont retenus, bien sûr, la liste d'attente, on leur dira oui, votre candidature a été retenue, mais quelqu'un était plus meilleur, mais on vous contactera en cas de désistement de celui-ci. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas été retenus, ils ont également le message d'encouragement pour dire oui, voilà, au bout du processus, vous n'avez pas démérité, mais nous avons quelqu'un qui était plus meilleur. Nous vous encourageons à poursuivre les recherches. Voilà un peu globalement ce qui se passe sur le plan des principes. Nous allons maintenant parler de comment on crée son compte. Peut-être les gens le savent déjà, il y en a qui ont déjà leur compte, mais ceux qui ne le savent pas, on ne se fatigue pas d'en parler parce que les gens n'ont pas le même niveau d'information ou n'ont pas les mêmes accès à l'information. Donc, ça fait que nous continuons de parler. Toujours postuler. La plateforme identique app.unv.org, vous lancez ce sigle ou si vous voulez, ce lien dans un moteur de recherche, ça va vous ouvrir directement la page. Et la page, premièrement, vous demandera si vous êtes déjà inscrit. Dans ce cas, vous mettez votre adresse email, le mot de passe, vous vous connectez. Si vous n'êtes pas inscrit, ça veut dire que vous allez créer maintenant un compte. Voilà le processus de création de compte. Premièrement, il faut avoir une adresse email, créer un mot de passe, renseigner. Et lorsque le compte est créé, ça génère un mail qui vous est envoyé. Créer le compte, ce n'est pas encore créer votre profil. Le profil, c'est comme un CV en ligne. Donc, vous créez le compte, le système génère un mail qui vous est envoyé. Vous devrez maintenant vous connecter, activer ce mail, activer le mail de création du compte. Et maintenant, cliquez sur Edit Profile ou bien modifier le profil qui vous permet d'accéder à votre profil et de compléter les renseignements. Le profil, comme je l'ai dit, c'est comme un CV en ligne. Ça comporte toutes les rubriques d'un CV en ligne. Donc,
partie état civil, parcours de formation, expérience professionnelle. Donc, c'est au niveau de la partie expérience professionnelle qu'on dose, que vous devez doser votre dossier. Si vous négligez cette partie, votre dossier sera léger. Donc, il faut mettre la période de l'expérience, la structure dans laquelle vous avez travaillé. Généralement, l'intitulé, c'est Employer et Organization. Il y en a qui mettent le nom de leur employeur. Non, c'est le nom de l'institution qu'il faut mettre à ce niveau. Ensuite, description of major activity, c'est-à-dire description de vos principales activités ou réalisations. À ce niveau, vous pouvez mettre d'abord les duties and responsibilities, c'est-à-dire vos principales attributions. Ça, c'est au niveau des thèmes de votre poste. Donc, vous listez les principales attributions au cours de votre expérience. Vous pouvez avoir un second niveau, toujours à cette partie-là, que vous allez intituler les key results ou key achievements. Ça, c'est les principales réalisations. À ce niveau, s'il y a possibilité de quantifier, vous quantifiez pour dire ce que vous avez réalisé pendant la période d'expérience. Même si vous avez fait un stage, si vous savez traduire ça en termes de poste, en fait, en termes de responsabilité que vous avez assumé, de travail que vous avez fait pendant la période, vous devrez pouvoir trouver un titre au stage. Au lieu de mettre stagiaire, vous pouvez mettre collaborateur de temps, donner le nom du service dans lequel vous avez travaillé, par exemple, si votre stage n'a pas un titre. Voilà. Et à l'intérieur, vous devez pouvoir doser. Si vous ne dosez pas à ce niveau, vous passez à côté. Les astuces que nous donnons souvent, c'est qu'il faut faire l'effort d'utiliser des mots-clés qui se rapportent au poste auquel vous postulez. Ça suppose quoi? Il ne faut pas avoir un profil standard. Donc, toutes les fois que vous devez postuler à un poste, faites l'effort d'actualiser votre poste pour qu'il se rapporte autant que possible du poste auquel vous postulez. Donc, autant de rubriques expérience que d'expérience, autant de rubriques, c'est-à-dire d'expérience. Pour une rubrique, vous mettez, pour une expérience, pardon, vous mettez une rubrique donnée. Donc, quand vous faites clic, vous cliquez sur, par exemple, ajouter une expérience. Quand vous finissez de renseigner, vous avez encore une autre expérience, vous cliquez encore sur ajouter ou add si c'est en anglais. Donc, ça vous permet de mettre autant d'expériences que possible. Voilà, si ceci est réalisé, au bout du processus, vous devriez avoir ici, submit ou soumettre. Vous cliquez sur ça, ce qui est encerclé en rouge en bas là, vous soumettez, donc ça va vous envoyer un mail de confirmation que vous avez finalisé votre profil. Donc, lorsque cela est fait, vos données vont dans le talent pool, la base de données des candidats. Donc, vous êtes dans ce talent pool-là. Actuellement, ça fait près de 400 000 candidats au monde qui sont des candidats qui sont en train de bousculer dans le starting block pour décrocher un poste de volontaire. Donc, vous pouvez imaginer combien la compétition peut être rude, n'est-ce pas? Et au Bénin, ça fait environ 4 000 candidats qui sont également en attente. Donc, si on a le temps, on peut parcourir un peu ce diapo. Donc, c'est autant de qualifications. On a des gens du niveau licence, niveau master, ainsi de suite, docteur aussi, il y en a. Et globalement, alors, actuellement, le fait d'être sur la plateforme vous donne accès à tous les avis de recrutement, que ce soit au plan national ou en international. Donc, dès que vous vous connectez, vous avez la liste de tous les postes qui sont ouverts, qui sont en cours de recrutement. Voilà une capture d'écran que j'ai faite, par exemple, pour des postes qui sont ouverts à l'UNFP, à l'OIM, au PAM, ainsi de suite. Donc, vous parcourez, vous pouvez faire un tri par pays, un tri par type, c'est-à-dire national ou international. Et puis, voilà, vous pouvez voir celui qui vous intéresse et candidater. Donc, quels sont les profils les plus sollicités? Ce petit tableau nous permet de comprendre que ces postes, globalement, c'est des postes de terrain. Les administratifs sont de moins en moins demandés. C'est des postes de terrain, des postes où les gens sont vraiment utilisés dans la pratique. Par exemple, il y a le premier domaine, c'est le domaine de l'aide humanitaire et globalement de la réponse humanitaire. À ce niveau,
on a souvent des profils de supply chain and logistique, des profils de spécialistes en action ou aide humanitaire, des profils de protection, d'inclusion, de lutte contre les questions de violence basées sur le genre, de protection des enfants, des profils de spécialistes en nutrition. Le second domaine, c'est le domaine je vais dire, la santé, du premier secours, par exemple, la santé. Donc, à ce niveau, on a souvent des besoins ou des profils de médecins qui sont demandés, d'épidémiologistes, d'anthropologistes, de spécialistes en santé publique, gestion des risques, communication, ainsi de suite. Sur l'aspect de protection des personnes, profil de spécialistes en éducation, chargé de programme, santé sexuelle et reproductive, WASH, social workers. Au aspect économique et recovery, par exemple, on a des profils d'économistes, spécialistes, ingénieurs démographes, ingénieurs statisticiens, voilà, ainsi de suite. Il y a autant que possible. Spécialistes en gestion des partenariats, mobilisation des ressources, chargés de suivi, évaluation, spécialistes en gestion des programmes, community engagement, community manager, youth engagement, disaster management. Il y en a tellement. Coordination, procurement, finance et gestion des facilités. Même on recrute des spécialistes, des pilotes, donc Air Operations, notamment au niveau des pays où on a des missions de maintien de paix, où ils ont beaucoup d'avions, de cargos à conduire, donc on recrute des pilotes également. Donc voilà globalement les profils qui sont les plus souvent demandés. Et nous sommes en train d'aller comme ça vers la fin de ma présentation. Je voudrais vous remercier de votre bienveillante attention. Je resterai dans l'attente de recevoir très prochainement vos questions auxquelles je me tâcherai de donner les réponses satisfaisantes. Merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup, Monsieur Martin, pour cette brillante et instructive présentation. Nous avons beaucoup appris et je suis sûr que les participants ont également des questions à vous poser sur toutes ces informations que vous nous avez données. Alors, avant de continuer, je tiens à rappeler que Destiny Academy est une structure d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes, le réseautage, le développement personnel et également des formations certifiantes sont organisées par section pour renforcer des acteurs de terrain dans leurs différents domaines. Tous les domaines sont brassés, que ce soit le domaine de la santé, le domaine de la sociologie, de l'administration, du management, de la communication, un peu de tout. Alors, nous avons vu le processus apparemment rude pour entrer dans le système de volontariat des Nations Unies, mais pourtant, il y a des gens qui ont pu faire leur expérience avec ce système, qui ont eu la chance d'être sélectionnés comme volontaires Nations Unies dans tous les pays. Nous sommes avec deux ce matin, à savoir M. Christian Tchabi et M. Djalidou, qui vont partager leur expérience avec nous sur ce à quoi ressemble la vie professionnelle d'un volontaire des Nations Unies. Alors, je vais laisser la parole à M. Christian Tchabi de partager son expérience avec nous sur le système de volontariat des Nations Unies, son vécu à Parakou. Pendant ce temps, je vous prie, chers participants, de laisser vos questions dans le chat si vous en avez, et nous allons les noter et les relayer au fur et à mesure aux panélistes. Merci. À vous, M. Christian. OK. Bonjour, M. Valère. Je salue le coordonnateur du programme VNU, M. Sogi Martin. Je salue tous ceux qui sont présents au niveau de cette plateforme ce matin pour parler du volontariat. Moi, c'est Christian Tchabi, psychologue clinicien déployé à la prison civile de Parakou. J'ai été recruté en tant que VNU en 2020. J'ai suivi tout le processus dont M. Sogui vient de parler. Donc, en milieu carcéral, qu'est-ce que moi je fais en tant que VNU, en tant que volontaire des Nations Unies? À la prison civile de Parakou, tout nouveau détenu
entrant, je le reçois pour une consultation psychologique afin de prévenir, de faire la psychoéducation, la psychothérapie de soutien, d'évaluer psychologiquement le nouveau détenu, de prévenir de graves symptômes psychosomatiques, de gérer les émotions négatives dont les détenus souffrent, de travailler sur la confiance en soi et l'estime de soi. Nous faisons aussi des thérapies de groupe de soutien. Nous prévenons souvent les cas de suicide, ceux qui ont tendance à se suicider, nous gérons ces cas. Nous animons des séances socio-éducatives, surtout avec les mineurs. Nous soutenons moralement les détenus victimes d'un décès parental ou familial. Nous faisons des visites des détenus malades dans les bâtiments et transférés au niveau du CHD. Maintenant, pendant l'exécution de la peine d'un détenu, nous l'accompagnons. Nous l'accompagnons face au stress, à beaucoup de choses. Maintenant, à la fin de la peine, nous accompagnons le détenu face à son projet d'avenir. Et nous l'accompagnons aussi face à son intégration dans la société. Nous luttons contre la toxicomanie, l'alcoolisme et certains maux dont le détenu souffre. Et il faut remarquer que la plupart des détenus ont souvent tendance à ne pas rentrer chez eux. Donc, nous travaillons surtout sur ça. Ils se disent, j'ai peur du regard de la population une fois que je serai chez moi. Donc, en fin de peine, nous recevons ces détenus pour les accompagner, pour que, une fois à la maison, qu'ils n'aient pas peur de sortir, d'aller là où ils veulent. Donc, ce travail se fait comment? Tous les lundis, les nouveaux détenus sont reçus. Et les mercredis, nous travaillons avec les mineurs et les enfants. Nous les accompagnons psychologiquement. Les activités socio-éducatives, nous menons ces activités avec ces mineurs. Et les vendredis, nous travaillons en consultation. C'est une journée dédiée pour les femmes. Donc, il faut noter que ma mission en tant que psychologue clinicien ne se limite pas à la prison civile de Parakou. Je travaille aussi avec le personnel soignant dans la commune de Parakou, particulièrement les sages-femmes. Nous les accompagnons face au stress professionnel, le burn-out. Nous appuyons aussi les CPS, les centres de promotion sociale, spécialement le personnel. Et quelques personnes victimes peut-être de la violence, nous accompagnons ces personnes aussi au niveau des CPS. Donc, c'est en quelques mots ce que je fais en tant que psychologue clinicien. Et je vous avoue que c'est une mission passionnante. Mais malheureusement, on ne peut pas vivre volontaire pour toujours. Sinon, c'est heureux d'être volontaire. Je dis même que c'est une ouverture pour de grands postes au niveau national et au niveau international. Donc, c'est ce que j'ai à partager avec vous en termes de ma mission à la prison civile de Parakou et au niveau des Sansonu et CPS de la ville de Parakou. Merci, Monsieur Vallet. Merci, Monsieur Christian. Très, très édifiant votre partage d'expérience. Nous avons beaucoup appris. Et nous avons hâte d'écouter également Monsieur Jalidou Salifou, qui est déjà en position, pour partager également son expérience avec nous sur le système de volontariat des Nations Unies. Monsieur Jalidou, vous avez la parole. Bonjour, coordonnateur, Monsieur Martin Souki. C'est M. Salifou Jalidou. Je suis actuellement spécialiste national en prévention de l'extrémisme au niveau du clinique basé à Parakou. J'ai en charge le département du Bordeaux et de la Libération. Mes expériences que VNU ont commencé en
en 2020. Mais j'avoue que je m'étais inscrit déjà sur la plateforme depuis 2017. Et chaque fois, je vais sur la plateforme pour voir les annonces, les annonces. Pour assister au en même temps, je postule chaque année, je postule au moins 5 à 10 fois. Puis finalement, en 2020, j'ai été dans le cadre d'une collecte de données dans le spécialiste national où j'avais des chargés communautaires. Donc, je supervisais, je faisais la collecte, je supervisais également mes collègues VNI sur le terrain. Donc, c'était un contrat de 3 mois que j'ai accepté, puis l'expérience a commencé. Après cette première expérience, j'ai également été. Il y a une autre expérience. Il y a un autre besoin dans la même thématique qui a encore manifesté. Ça a été publié sur la plateforme et ça, j'ai également été reconduit pour la même activité. Finalement, l'année dernière, j'ai été affecté pour un poste de spécialiste national à Paraguay. Donc, mon rôle en tant que spécialiste national en prévention des services violents, ça entre déjà dans la mission qui est promotion de la paix et du développement dans le monde. Donc voilà. Et essentiellement, je suis chargé d'appuyer et de suivi de toutes les activités en rapport avec la thématique. Donc tout ce qui a comme projet sur la thématique de prévention de l'extrémisme violent, leur mise en œuvre dans les 2 départements. Je suis chargé de accompagner et de suivi de ces activités, de ces projets-là au niveau des 2 départements. Donc, c'est un poste de gestionnaire de projet, je vais dire, parce que les activités que nous menons, la mise en œuvre de ces projets-là dans les 2 départements, des partenaires de renforcement des communes et des institutions en matière de cohésion sociale, en matière de prévention de l'extrémisme violent, du terrorisme et de la radicalisation. Donc, voilà mon parcours en tant que GNI. Je ne vais pas monopoliser la parole, puisque s'il y a des questions, on peut encore échanger là-dessus. Merci. Merci, Monsieur Djalidou, pour votre partage d'expérience. Il y a quelques participants qui se plaignaient du volume de votre présentation. Bon, le volume qui était un peu faible, je crois que c'était lié au casque, mais on a pu entendre quand même. Alors, pour ne pas perdre assez de temps, nous allons passer aux questions qui sont posées dans le chat. Je crois que ces questions sont essentiellement à l'endroit du coordonnateur. La première question consistait à savoir, est-ce que le billet d'avion est pris en charge pour les internationaux qui sont recrutés? D'accord, bien noté. Merci pour l'intérêt. Donc, la question, est-ce que le billet d'avion est pris en charge pour les postes de VNU international? Bien évidemment, oui. Donc, lorsqu'il s'agit d'un poste de VNU international, dès que la personne est recrutée, le programme s'occupe de son déplacement, ce que nous appelons le déploiement. Donc, le billet d'avion, en dehors du billet d'avion, on lui donne une allocation que nous appelons un entry lump sum, une allocation d'installation qui lui permet, une fois arrivé au niveau du pays d'accueil, de rapidement chercher un logement voilà, pour s'établir. Donc, c'est pris en compte les déplacements, le voyage, même si c'est une family duty station, c'est-à-dire un lieu d'affectation avec famille.
Le volontaire a même le droit de faire voyager ses dépendants aux frais du programme VNU. Donc, tout est pris en compte. Merci. Merci, coordonnateur. Une deuxième question était, vous aviez parlé du feedback qui est fait après la première étape. Si quelqu'un postule, le participant voudrait savoir si cela est systématique et également comment modifier ou actualiser son CV sur la plateforme. D'accord. Oui, le feedback, comme j'ai eu à le dire, il est systématique à toutes les étapes. Systématique à l'étape de candidature. Vous candidatez, vous avez un mail de confirmation ou d'accusé de réception de votre candidature à ces premiers niveaux. Alors, maintenant, après cela, ceux qui ne sont pas présélectionnés, ils n'ont pas un autre feedback. Parce que dans le feedback, ce premier feedback, on leur dit si votre dossier répond aux spécifications, aux besoins de l'agence, on vous contactera pour la suite. Donc, alors, si dans l'espace d'un mois, 2 mois, vous n'avez rien reçu d'autre, c'est qu'il y avait d'autres qui sont meilleurs que vous. Donc, c'est meilleur que vous qui ont été shortlistés. Eux reçoivent un mail qui leur dit vous êtes shortlisté, votre profil, votre CV a été proposé à l'agence. Ça, c'est le deuxième niveau. Donc, ceux qui reçoivent ce second mail, donc, qui sont pré-shortlistés ou shortlistés, ces gens, par la suite, vont recevoir aussi un feedback forcément. Le feedback, c'est quoi? Au bout du processus, celui qui est retenu sera notifié. Donc, ceux qui ne sont pas retenus vont recevoir un mail disant qu'un autre candidat a été retenu et voilà, de ne pas se décourager, de continuer à postuler. Donc, je comprends la question au premier niveau. Premier niveau, quand tu reçois le mail d'accusé de réception, donc, généralement, tout est dit là. Maintenant, si 1 mois, 2 mois, tu ne reçois rien du tout, il faut comprendre que tu as déjà reçu ça, c'est que ton dossier n'a pas été shortlisté pour la suite du processus. Merci beaucoup. La deuxième question, comment on actualise son profil, on fait la mise à jour du profil. Donc, j'ai essayé de démontrer ça tout à l'heure. C'est simple, dès lors que vous avez créé votre compte, vous êtes déjà peut-être, vous avez déjà enregistré le profil. Pour actualiser, il suffit d'aller, de vous connecter d'abord. Si vous vous connectez, vous allez voir en haut la barre des titres, d'accord, de votre écran, vous allez voir votre nom et le nom est suivi, comment on appelle ça, d'un avatar, votre avatar. Vous cliquez sur l'avatar, vous aurez une liste de tâches qui va s'afficher dans une colonne à droite, dans votre extrême droite en haut. Donc, vous défilez vers le bas, vous allez voir Edit Profile ou bien Modifier profil, si c'est votre profil en français. Donc, vous cliquez sur ça, ça vous ouvre la page que j'ai montrée tout à l'heure, peut-être que je vais revenir sur ça pour donner l'illustration. OK. Voilà, donc voilà mon écran. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous le voyez? C'est bon? Vous voyez mon écran? Oui, coordonnateur, on voit très bien votre écran. Parfait. Donc, c'est ça, je disais. Vous cliquez sur votre photo, l'avatar là. Donc, vous avez la liste des tâches là, profil. Vous cliquez sur Edit Profile. Et puis, ça vous ouvre donc la page suivante comme ça. Et vous pouvez compléter les différents renseignements. Et jusqu'à ce que tout est fini, vous cliquez sur Submit. Et puis, votre candidature mise à jour. Merci. Merci, coordonnateur. Un autre participant voudrait savoir, est-ce qu'il y a un système alerte qui est disponible sur la plateforme de sorte qu'il y a un poste de volontariat disponible et qui s'apparente à votre profil, vous recevez une alerte mail pour pouvoir postuler? Merci pour la question. À l'étape actuelle, non. Malheureusement, on n'a pas ce système de filtrage et d'alerte, ce qui fait que nous encourageons les candidats à consulter au moins une fois par semaine la plateforme pour voir ce qu'il y a de disponible. Merci. D'accord, merci. Un autre participant demandait quel est le ratio homme-femme au programme de volontariat des Nations Unies au Bénin?
Merci. Je pense que je l'ai présenté. En tout cas, au titre de l'année 2022, on avait 54% de femmes contre 46% environ d'hommes. Donc, il y a plus de femmes que d'hommes qui ont été employés au cours de l'année passée comme volonté des Nations Unies. Et la situation est identique actuellement parce qu'il n'y a pas eu assez d'évolution. Donc, c'est ça le gender que vous avez là dans ce tableau, pardon, ce graphique. Donc, ça, c'était 54% contre 45, environ 46% pour les hommes. Merci. Merci. Un autre des participants ont demandé, est-ce que c'est un avantage de rédiger son CV ou la lettre de motivation en anglais, au point où celui qui fait la rédaction de ces deux documents en français a les mêmes chances d'être choisi que celui qui les rédige en anglais? Merci beaucoup. Alors, tout dépend du poste. Si vous postulez, par exemple, pour un poste dont le descriptif de poste est en anglais, et généralement, c'est le cas pour les postes de VNU international, si c'est dans des pays anglophones. Ou si c'est un cas comme ça, c'est conseillé d'avoir son profil en anglais. Donc, s'il y a des documents fournis également à l'aide de motivation, encore que pour nous, à l'étape de quand on postule, il n'y a pas de lettre de motivation exigée. Donc, c'est indiqué de faire donc, son profil en anglais lorsque vous postulez pour un poste dont le descriptif de poste est en anglais et que le pays d'affectation est en anglais. Maintenant, si ce n'est pas le cas, si c'est pour un pays francophone, par exemple au Togo, et le description of assignment est en français, mettez votre profil en français. Donc, c'est un peu l'astuce que nous utilisons souvent, en tout cas que moi j'utilise et je conseille aussi aux collègues, aux jeunes candidats. Merci. Merci, monsieur le coordonnateur. Un autre participant demandait, j'ai constaté qu'il n'y a pas beaucoup de postes pour les young, c'est-à-dire la catégorie jeune. J'aimerais donc savoir s'il faut activer un paramètre spécifique pour voir les postes disponibles pour la catégorie jeune. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas un paramètre spécifique, mais si vous allez sur la plateforme, je ne sais pas ça, je pense qu'on a au moins la main pour faire le tri par type, c'est-à-dire national, international. On n'a pas de catégorie, je ne sais pas, je n'ai pas encore testé ça, mais toujours est-il que si vous allez sur la plateforme, vous pouvez savoir si un poste est jeune ou pas. Maintenant, pour ce qui est des possibilités ou de la fréquence ou de l'effectif, des opportunités, tout dépend des besoins des agences. Par exemple, au Bénin, la plupart de nos VNU qui sont avec le NFPA, on a au moins 5 qui sont des youth, des jeunes. À l'UNICEF aussi, on a au moins 4 qui sont, oui, ou 4 ou 2 là-bas sont des youth. Le reste, c'est des spécialistes, mais ils sont pourtant des jeunes. Donc, voilà. Tout dépend du besoin de l'agence et du domaine d'intervention de l'agence. Si les agences comme l'UNFPA et l'UNICEF qui ont l'habitude de travailler avec les jeunes, par exemple, ont des besoins, ça va être des besoins pour interagir avec les jeunes, pour la mobilisation des jeunes, l'engagement des jeunes. En ce sens, elles vont préférer des profils de jeunes, des spécialistes qui ne sont pas très âgés. Donc, par contre, une autre agence qui a besoin d'une certaine expertise ou d'un certain niveau, un niveau plus élevé de responsabilité pour ses postes, va préférer, par exemple, prendre quelqu'un qui a plus d'expérience. Donc, tout dépend du besoin. Voilà la réponse qu'on peut donner. Dans tous les cas, si vous êtes tout jeune, peut-être qu'il peut ne pas avoir actuellement assez d'opportunités, mais ce n'est pas une raison de se décourager. Donc, continuez de diversifier vos expériences en attendant, en guettant que des opportunités de VNU puissent s'offrir. Donc, ce qui est sûr, il y en aura. Il peut arriver des moments où on aura recruté beaucoup de jeunes ou des moments où on aura recruté moins. Donc, l'essentiel, c'est de continuer par diversifier ces expériences. Voilà, s'apprêter à tout moment, ça peut venir. Merci.
Merci, monsieur le coordonnateur. Merci d'avoir répondu de façon assez claire aux différentes préoccupations de nos participants. J'aimerais rappeler à tous les participants que nous allons vers la fin de ce webinaire. Et pour ceux qui sont intéressés par l'accompagnement dans la rédaction de leur CV, qui posent la question dans le chat, Destiny Academy est disponible avec un personnel qualifié pour vous accompagner dans ce domaine, que ce soit pour renforcer votre niveau sur le terrain, dans vos domaines respectifs, que ce soit pour rédiger vos lettres de motivation ou vos CV. Nous avons du personnel qualifié qui s'occupe de cela pour vous. Alors, j'aimerais remercier toute l'équipe de VNU. Je ne sais pas si le coordonnateur a quelque chose à dire pour clôturer la séance. Monsieur le coordonnateur? OK, on me fait signe de l'autre côté. Oui, je suis là. Merci beaucoup. Okay. Je n'avais pas activé mon micro. Donc, avant de donner mon mot de fin, je viens de constater qu'il y a une question à laquelle on n'a pas encore répondu. J'ai remarqué une condition selon laquelle le VNU doit avoir entre 27 ans et 80 ans. Faut-il, pour tout poste, être dans cette catégorie avant de postuler? Bon, je ne sais pas si la personne a suivi de bout en bout. Sinon, les critères d'âge sont spécifiques à chaque catégorie. La catégorie dont vous faites allusion à ce niveau, c'est la catégorie des spécialistes. Pour cette catégorie, l'âge minimum qu'il faut avoir pour postuler, en fait, pour être considéré, c'est 27 ans. Maintenant, si vous n'avez pas 27 ans, vous pouvez postuler, mais vous ne pouvez pas être considéré parce que tout est informatisé. Si vous n'avez pas encore 27 ans, vous pouvez postuler à la catégorie des jeunes. Les jeunes, c'est de 18 à 26 ans. Donc, vous pouvez aussi postuler pour la catégorie des communautaires. Si un pot de communautaire ouvert, ça c'est de 18 ans au moins. Maintenant, si vous voulez forcément spécialiste, c'est minimum 27 ans. S'il y a encore plus corsé que ça, c'est les experts. Pour être expert, c'est minimum 35 ans. Mais on l'a ouvert jusqu'à 80 ans. Donc, c'est dire qu'on peut être volontaire des Nations Unies à tous âges. Donc, pour prouver qu'on est la force, je pense que jusqu'à 80 ans, si vous avez la force, vous pouvez toujours aspirer aux catégories d'experts, des spécialistes. Mais moins de 27 ans, c'est la catégorie des jeunes et des communautaires. Donc, voilà un peu pour cette précision. Pour conclure, que dire d'autre que de vous remercier, ces chers désormais partenaires de Destiny Academy, pour cette brillante initiative. Comme j'ai eu à le dire, pour nous, c'est un véritable plaisir d'avoir été avec vous. Et je pense que nous pourrons rester ensemble pour d'autres actions à venir. Nous sommes là pour soutenir toute initiative entrant dans le cadre de renforcement. Merci, monsieur le coordonnateur. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Merci également à toute votre équipe, monsieur Khalidou, monsieur Christian. Vos différentes présentations ont été assez édifiantes pour nous. J'aimerais rappeler à tous les participants que l'enregistrement du webinaire sera disponible sur nos différentes pages, que ce soit la page LinkedIn, YouTube ou Facebook. Le lien sera disponible dans les prochains jours. Également, le samedi prochain, nous organisons un webinaire sur le leadership féminin. Des spécialistes de la question seront invités, pas seulement des Béninois, nous aurons avec les internationaux qui vont édifier sur ce que c'est que le leadership féminin. En ce temps, nous partagerons les informations avec vous sur comment se connecter à ce webinaire. Également, nous organisons bientôt des formations certifiantes en gestion.
Monsieur Valère, j'espère que je pense que votre micro est éteint. OK, merci. Donc, j'espère que vous avez entendu la partie webinaire leadership féminin. D'accord, parfait. Alors, donc, je disais que vous êtes plus de 100 à prendre ce rendez-vous, à nous écouter. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux à prendre le rendez-vous, à être des nôtres. Nous avons dépassé légèrement la durée prévue, vu que la séance a été plus intéressante qu'on ne pouvait l'imaginer. Merci à tout un chacun de vous. Merci à l'équipe de VNU, merci à toute l'équipe de Destiny Academy. Je voudrais vous souhaiter un excellent week-end et à samedi prochain pour un autre rendez-vous. Au revoir.